Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce matin sur un thème extrêmement important à l'heure actuelle, qui est celui de l'engagement et de la RSE. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Caroline Chalandard-Ginet. Bonjour. Bonjour Caroline. Axel Salmon. Bonjour. Bonjour Axel. Philippe Duclos. Bonjour Iria. Bonjour. Et Mathieu Gabet de EPOCA, Bonjour président et Iria. fondateur. Bonjour Mathieu. Quelques mots de vous deux, donc Mathieu et Philippe, qui êtes respectivement fondateurs d'EPOCA et de Anteus. Quelques mots sur la raison de cette matinale ? Exactement, merci Iria et merci évidemment pour l'organisation sur ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Le paradoxe, c'est que le sujet de la RSE et le sujet de l'engagement sont des sujets qu'on traite depuis très longtemps chez EPOCA, dans tous les volets. Et c'est des sujets sur lesquels on communique peu finalement. Et donc ça nous semblait important et intéressant aujourd'hui dans le contexte actuel. On a de plus en plus de clients, parmi nos 300 clients, on a très régulièrement des sujets plus ou moins développés ou déployés de RSE. Et avec Anteus, et on va en parler tout à l'heure avec Philippe, on a eu l'occasion de mener des missions communes qui nous semblent intéressantes de détailler, ou en tout cas les grandes tendances associées à ça. Juste quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas chez EPOCA. Donc on est une agence de marketing et de communication, 200 collaborateurs, 300 clients. On intervient dans 3 grands domaines. On va accompagner les directions générales et les directions de la communication sur toute leur stratégie de marketing et de communication, sur les sujets de marque, sur les sujets de contenu, sur les sujets de social, de digital, d'influence, de relations presse. On aura l'occasion d'en reparler, d'événementiel et d'événementiel digital. On est aujourd'hui dans un contexte toujours très particulier et l'utilisation aujourd'hui de nos studios, les studios Victoire, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de vous faire partager cette expérience. Donc vous voyez un petit peu les chiffres clés sur EPOCA, je ne vais pas revenir dessus, mais plutôt sur 3 grandes tendances qu'on observe aujourd'hui dans les façons de travailler pour les entreprises et les institutions avec qui on travaille, qui se sont particulièrement accélérées en 2020 et qui continuent en 2021. Premièrement, de plus en plus de projets sprint, de projets agiles. Quand on parlait de sprint ou d'agile en 2019, j'avais beaucoup de clients qui me disaient « on ne travaille pas dans l'informatique, on n'est pas une SS2I ». Aujourd'hui, c'est 30% de nos projets et on a des vrais learnings par rapport à ça. On arrive grosso modo à diviser le temps de projet par 2, premièrement, et de réduire de 20% les coûts des projets. Le deuxième volet sur lequel on a une accélération très forte, c'est les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de délégation. Sur 200 consultants EPOCA, il y en a une 60aine qui aujourd'hui sont en mission part-time ou full-time pour nos clients. Vous avez un pain en social media, vous avez un manque en contenu, vous avez quelqu'un qui est absent sur des relations presse. On va être capable, quasiment à J+1, de vous déléguer un collaborateur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour faire en sorte de répondre à cette problématique-là et de faire en sorte de remplacer finalement un engagement de moyens en un engagement de résultats. Et le troisième, et j'en viens au sujet de la RSE par rapport à ça, c'est le fait qu'on ait de plus en plus de missions d'accompagnement stratégique, de diagnostic. Et parmi ça, c'est finalement comment est-ce qu'on positionne le sujet de la RSE, comment est-ce qu'on positionne le sujet de l'engagement par rapport à ça. Et avec Philippe, qui a rejoint l'écosystème, et je vais te laisser te présenter pour commencer et présenter ta structure, dans lequel EPOCA est partie prenante. C'est un bonheur pour nous d'accueillir un cabinet de conseil en stratégie au sein de l'écosystème EPOCA. Et sur ce sujet-là, comme sur un certain nombre d'autres, notamment sur les sujets de transformation, on a l'habitude de se retrouver et de faire des missions ensemble. Donc je te laisse commencer à présenter ta structure, puisque c'est un peu ta grande première après avoir lancé en fin d'année dernière Anteus Advisor. Merci Mathieu. Donc effectivement, Anteus, cabinet de conseil en stratégie et en déploiement. Pourquoi les deux ? Parce que la stratégie, c'est bien, mais la mettre en œuvre, c'est tout aussi compliqué que la réaliser. Et donc après 15 ans de McKinsey, et après avoir créé plusieurs cabinets de conseil, il m'a semblé important de mettre les deux ensemble dans cette structure nouvelle, depuis à peu près 1 an, qui est Anteus Advisors, au service des entreprises, sur tous les sujets compliqués. C'est pour ça que notre motto, c'est maîtriser les points clés de la transformation. Les aspirations, la stratégie, c'est bien. La transformation, c'est complexe. Les points clés, c'est là où se joue la bataille et où se gagnent, où se perdent les transformations. Et donc, trois offres sur lesquelles nous travaillons beaucoup. Tout ce qui est concevoir une stratégie et entraîner l'adhésion d'un comité de direction, d'un conseil d'administration autour d'une stratégie. C'est l'organisation, comment est-ce qu'on met en place la machine à mettre en œuvre cette stratégie. Et puis c'est les opérations, parce que l'excellence opérationnelle, c'est quand même là où se gagnent les batailles in fine. Voilà en gros ce qu'est Anteus Advisors, et à nouveau je suis
absolument ravi et enthousiaste de faire partie de l'écosystème EPOCA, parce que ce que l'on voit de plus en plus, c'est à quel point l'ensemble de ces sujets sont connectés. Et la RSE aujourd'hui va, je l'espère, vous montrer à quel point les deux sont étroitement imbriqués. Et donc pour faire le lien par rapport à ça, moi, un point très important avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et du débat aujourd'hui, c'est que pour avoir une bonne stratégie de communication et avoir une bonne stratégie en matière de RSE, il faut être déjà soi-même en tant qu'entreprise aligné. Et c'est ce qu'on fait chez EPOCA. Aujourd'hui, on accompagne 4 grandes associations, grandes causes dans leur stratégie de communication, en grande partie en pro bono. Et parmi celles-ci, on accompagne International Women's Forum, pour qui on organise les assises de la parité. Ça a lieu le 6 mai prochain et donc vous faites partie des décideurs qui êtes invités à cette occasion-là par cette très belle association. Et donc je vous propose, avant de rentrer dans le cœur du sujet, de découvrir en 1 minute 30 ce que sont les assises de la parité et pourquoi il faut réserver votre journée du 6 mai prochain. Et impulser la parité, c'est essentiel parce que la parité, pour moi, c'est gage de performance dans l'entreprise. C'est une obligation, si on veut vivre ensemble, travailler ensemble. C'est la richesse, c'est la diversité et donc la parité qui permet à des équipes d'être performantes et créatives. Et puis bon, c'est plus fun quand même. C'est à la fois une mise en lumière de ces sujets, un retour sur image qui permet de célébrer les avancées, mais aussi montrer tout le progrès qui nous reste à faire. Et aussi apprendre au contact d'autres, échanger. Pour tous ensemble avancer et pouvoir aussi inspirer d'autres entreprises sur le marché. Cette parité nous apportera un climat social bien meilleur au sein de l'entreprise. Une entreprise qui ne se préoccupe pas de parité est une entreprise qui va se perdre parce qu'elle va développer des produits, des services qui ne vont pas forcément répondre aux attentes de la société. La société est à parité, donc l'entreprise doit être le reflet de la société. Si on veut travailler tous ensemble, si on veut faire progresser notre société, si même on veut relever les défis du futur, c'est tous ensemble qu'il va falloir faire. Je vous invite tous à vous connecter le 6 mai pour partager, pour encourager ce type d'action. Venez écouter les témoignages, venez rencontrer les gens. Pour continuer à vous engager, à vous mobiliser sur ces sujets-là. Et puis parce que ça va vous donner, j'espère, des idées qui vont être inspirantes pour vos propres entreprises. Rejoignez-nous le 6 mai aux Assises de la parité. Donc, aux côtés de Philippe, je vous ai salué tout à l'heure, mais revenons sur les intervenants de cette matinée. On commence par les femmes, évidemment. Caroline Chalin-Darginet, donc vous êtes directrice du pôle influence et relations publiques d'EPOCA. Axel Salmon, vous êtes donc directeur associé de l'agence et vous avez longtemps et vous continuez à travailler sur les stratégies de marque. On verra à quel point c'est important vis-à-vis de la stratégie. Et puis Philippe, on commence par vous, si vous voulez bien, avec des sujets de stratégie. Mais avant cela, quelques points de repère pour la matinée d'aujourd'hui. Nous allons traiter des fondements même de la RSE, vous nous en direz plus dans quelques instants, du point de rupture qu'on a vu, qu'on a vécu l'année dernière et qu'on continue de vivre en ce moment même, voire même les prochains jours. Comment réussir son déploiement RSE ou son redéploiement, parce que tout le monde n'est pas au point zéro sur ce sujet. Comment mesurer les résultats? Et Philippe, vous nous direz à quel point il est vraiment important d'avoir cette mesure en permanence. Et puis, comment accélérer cette bascule? Il y a des gestes simples, des actions simples qu'on peut faire même dès demain matin, pour ainsi dire, ou cet après-midi, si on veut. Et donc, on commence par vous, si vous voulez bien. Alors, la première question, évidemment, c'est qu'est-ce qui vous a amené à la RSE? Vous avez un parcours plus qu'étonnant, je vous laisse en parler.
Alors effectivement, pourquoi un ingénieur pour vous parler de la RSE aujourd'hui? D'abord parce que j'ai commencé pendant plusieurs années à contrôler tout ce qui était industrie polluante et dangereuse pour le gouvernement français. Ensuite parce que j'ai été dans des négociations européennes sur toutes sortes de directives, sur les déchets, l'eau, les émissions, le recyclage, pendant pas mal d'années. Ensuite, parce que j'ai aussi accompagné un ministre de l'Environnement pour mettre en place les suites de Rio. Le ministre de l'Environnement s'appelait Michel Barnier à l'époque. Et c'était sur, effectivement, les grandes négociations sur la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la désertification, la protection des baleines, accessoirement. Et puis aussi parce que dans une deuxième partie de carrière, comme je l'ai dit, j'ai rejoint un grand cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Et là, je me suis spécialisé pour servir des grandes entreprises polluantes et pour les aider à gagner plus d'argent. Donc que ce soit la sidérurgie, avec Usinor, devenu Arcelor, devenu ArcelorMittal, que ce soit EDF, même si avec le nucléaire, bien évidemment, le nucléaire est écologique et il ne rejette pas de gaz carbonique, tout le monde sait ça. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas que ça chez EDF. Et puis des entreprises minières, en gros de l'industrie lourde. Et puis dans une dernière partie de carrière récemment, bien voilà, je suis en train de me rendre compte à quel point les deux choses sont totalement imbriquées, à quel point la transition écologique, elle est devant nous et elle est en train de se réaliser maintenant. Et si vous voyez un bus à hydrogène sur la planche, c'est parce que j'ai aussi participé en ce moment au lancement d'un fonds sur la transition vers la mobilité hydrogène, qui sera une des façons de verdir nos déplacements. Voilà. Merci beaucoup. On a l'habitude de dire que la date de naissance de la RSE, c'est 1972. On va évidemment pas ce matin retracer toutes ces années. Mais Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où on en est et le résultat des évolutions récentes dans le domaine? Oui, 72, Gro Harlem Brundtland. Ensuite, il y a eu évidemment le sommet de Rio. Et puis, il y a une prise de conscience générale de la population là-dessus. Et puis, les entreprises se sont senties obligées de répondre à cette préoccupation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est dans l'intérêt même de l'entreprise, ça doit être au cœur des stratégies. Et nous allons essayer de vous dire aujourd'hui pourquoi. Alors déjà, un premier exemple. L'agence EPOCA, avec Harris Interactive, ont fait un sondage sur ce qui était aujourd'hui, ce qui rendait les entreprises crédibles. Et donc, il y va de la crédibilité des entreprises. Et on voit que les questions de RSE sont au cœur. Alors, ce n'est pas l'environnement. Le premier facteur, c'est l'attention aux collaborateurs, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. L'environnement vient évidemment en numéro 2. Mais aussi aujourd'hui, les territoires, la politique en faveur des territoires, l'engagement citoyen au niveau local. Et puis enfin, la politique en faveur d'inclusion, que ce soit la parité, dont on vient de voir la vidéo, mais aussi la diversité au sens large, le handicap, qui sont aujourd'hui des valeurs fortes qui jouent sur la crédibilité des entreprises. Toutes ces valeurs-là sont au cœur de la RSE. Et donc la RSE aujourd'hui devient un élément majeur pour que ces entreprises puissent être au cœur de la société. Parfait. Peut-être peut-on évoquer également l'importance, l'attendu à niveau international? Alors, cette enquête Harris Interactive EPOCA était effectivement une enquête française. Si on prend le baromètre Edelman, qui lui regarde au niveau mondial, les mêmes tendances se manifestent. Et donc commençons par les attentes vis-à-vis de l'entreprise, incarnées par les attentes vis-à-vis du PDG ou du DG. Aujourd'hui, 86% des citoyens attendent que le PDG s'exprime publiquement sur les enjeux sociétaux. On n'attend plus juste de lui qu'il parle de sa société, mais de la société. Aussi, le CEO doit conduire le changement. On attend de lui non seulement qu'il parle, mais à 66%, on attend de lui qu'il agisse et qu'il conduise une transformation réelle et effective. Nous allons en parler tout à l'heure avec Axel. Les déclarations et les discours ne suffisent pas. Cet engagement devient crucial. Parfait. Si on regarde, c'est l'ensemble des parties prenantes qui, aujourd'hui, portent le regard sur l'entreprise et attendent d'elle des engagements forts et des actions fortes. Ça commence par les clients. Et nous allons voir que ça devient un facteur clé de la décision d'achat. Cela poursuit par les collaborateurs, sans parler des différents de la soupe d'alphabet des différentes générations,
il est clair que les nouvelles générations portent une attention capitale à la façon dont l'entreprise se comporte et aux valeurs qu'elle incarne. Donc c'est pour les collaborateurs, c'est pour les candidats, et puis on n'en parle pas beaucoup, mais c'est de plus en plus les investisseurs. Les investisseurs publics, que ce soit la BEI, les subventions gouvernementales, les subventions européennes, mais aussi les investisseurs privés qui sont de plus en plus en attente et qui regardent ces choses-là. Quelques chiffres. Si on prend les clients, 2 chiffres forts. 78% des clients d'une entreprise déclarent être influencés par le caractère responsable ou pas dans le choix des produits. Et 48% des clients sont prêts à payer plus cher pour une entreprise qui incarne ces valeurs-là. C'est quelque chose que n'importe quelle direction du marketing saura intégrer au cœur de sa stratégie. Si on regarde maintenant les collaborateurs, ce qui est important, c'est que 83% des collaborateurs perçoivent leur entreprise comme étant plus innovante si elle a mis la RSE au cœur de son projet, par rapport à 72% seulement si ce n'est pas le cas. Si on regarde maintenant aussi les financiers dont je parlais, ce qui est important, c'est que beaucoup d'investisseurs individuels, 72% disent-ils, mais c'est du déclaratif, se disent prêts à favoriser une entreprise qui respecte les critères de RSE. Ce qui est plus important, c'est que 50% des institutions financières et du big money se disent prêts à non seulement favoriser ça, non pas par un arbitrage entre être meilleur pour la société ou être plus rentable. Non, ils considèrent au contraire que intégrer les enjeux de développement durable, c'est la pérennité des profits à long terme. Et c'est donc pour eux l'assurance d'une rentabilité à long terme et d'une entreprise moins fragile. Avec ce genre de conception, on voit bien que l'on a changé de dimension et changé d'époque. Très, très clairement, effectivement. Tout ça nous amène à ce point de rupture qu'on a noté évidemment 2020 et encore une fois 2021 est en train de ne pas y échapper malheureusement. Point de rupture qui se voit sous tous les angles dans toutes les populations. Alors évidemment, vous évoquiez notamment les financiers, mais du côté des collaborateurs, comme de la population de façon générale, ce qui est intéressant de noter, c'est que en vis-à-vis des préoccupations très environnementales, historiquement environnementales, on était très préoccupés par la nature, par la pollution, etc., viennent monter en puissance. Ici, le baromètre Kantar qui date de mai 2020, donc à la sortie du premier confinement, on voit que les items qui font vraiment la RSE, les items de social, les items d'écoute des parties prenantes, de transparence de la communication, ce qui fait vraiment la RSE dans son ensemble, ont progressé, c'est elles qui ont progressé le plus, entre plus 6 et plus 8%, par rapport au seul et au premier de sa catégorie, qui est la préoccupation environnementale. Donc on voit bien que c'est en train de monter, je dirais, en maturité de l'esprit des populations qui observent les choses non plus sous l'angle un peu anecdotique de l'environnement tel qu'on leur a servi pendant des années. En plus de ce premier point, il se cristallise un certain nombre d'autres pressions simultanément, qui sont la pression, aussi cynique que ça puisse paraître, qui dit environnement, qui dit RSE, dit possibilité de fiscaliser la chose dans des temps où les États, pas seulement le nôtre, sont un petit peu à la peine en termes de caisse de l'État. Il y a là un possible réflexe de fiscalisation qui finalement est peut-être un gagnant-gagnant, ça reste à discuter. La pression des ONG et des organisations mondiales, des assemblées, on parlait tout à l'heure des sommets, des COP 20 et quelques, etc. Et puis, de façon extrêmement, j'allais dire presque blessante, extrêmement critique, cette sensibilisation nouvelle aux effets pervers de la mondialisation, qui n'est plus seulement perçue par un certain nombre de tendances politiques, mais un peu par tout le monde, parce qu'on a vu les limites et comment ça nous piège. Eh bien, tous ces facteurs-là font que le sujet devient totalement critique. Et puis, je dirais, pour nous tous qui
semblait ces personnes ne font pas partie de la nouvelle génération, des très nouvelles générations. Cette génération avec la jeune Greta qui évidemment en est tout à fait emblématique, mais qui est très loin d'être la seule, cette jeune génération qui a la RSE dans les gènes, pour ainsi dire, hein, et qui voit à ce prisme-là, qui regarde le monde et qui agit à ce prisme-là. Eh bien, tout ça change la vie et la donne pour les entreprises et pas seulement pour les avis dans les journaux. C'est vraiment l'entreprise qui est bouleversée plus que jamais ces 18 derniers mois, plus que tout. Pardon. Et donc, effectivement, tout ça nous amène à nous dire que ce levier extrêmement puissant est aussi une opportunité de sortie de crise, une opportunité de répondre à ces attentes nouvelles, à ces visions nouvelles, à ces lectures nouvelles, à condition, et on le verra notamment avec Axel, vous et Philippe, notamment avec cette nécessité de travailler à la fois le temps long et le temps court, et de faire que l'un et l'autre soient excellemment alignés pour qu'il n'y ait pas de discordance entre les deux. Et donc Philippe, justement, sur le point de n'en parlons plus, agissons, que faut-il faire très concrètement pour déployer son engagement RSE aujourd'hui, là, après 2020 et le milieu de 2021? Merci Iria. Comment réussir le déploiement de son engagement RSE? C'est très compliqué. C'est très compliqué, il ne faut pas se leurrer, ça va bouleverser le fonctionnement de l'entreprise dans toutes ses dimensions. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'est optimisée à ses bornes et maintenant elle doit prendre en compte les préoccupations de l'ensemble de ses parties prenantes dans un projet qui la dépasse. Et ceci va entraîner des changements partout et profonds. Regardons ce que cela signifie. Au cœur, c'est d'abord la stratégie globale de l'entreprise. Cette stratégie doit être non seulement de gagner des parts de marché par rapport à tel ou tel concurrent par des meilleurs produits, comme cela a toujours été. C'est une stratégie qui désormais doit s'inscrire dans le temps long de son acceptabilité par ses clients, par le marché, par la société, par son écosystème. Et cette stratégie, elle va irriguer l'ensemble des composantes de l'entreprise. Elle va irriguer la R&D et la politique de développement de nouveaux produits. Il va falloir inventer des produits qui traduisent l'économie circulaire, qui traduisent l'économie de ressources, qui traduisent l'utilisation des territoires et des ressources des territoires proches, et non pas des chaînes logistiques à travers la planète. Deuxième changement fondamental, la façon de les produire, la façon dont les opérations vont fonctionner, la façon dont les chaînes logistiques vont fonctionner. Une entreprise ne pourra pas juste acheter des composants à l'autre bout du monde, il faudra qu'elle puisse maîtriser l'ensemble de son processus et être résiliente. Ce sera aussi l'aspect financier. On n'en a pas parlé, mais dans les bouleversements en cours, on a parlé beaucoup de la taxe carbone, du coût du carbone. On a mis en place ça depuis plus de 10 ans. Plaisanterie. Au début, on a alloué tellement de crédits carbone que le simple fait de passer du charbon au gaz a fait que le prix du crédit carbone s'est effondré. Ensuite, il y a eu toutes sortes de manips dans lesquelles on a pu faire des compensations avec des actions au fin fond de tel pays africain ou de tel pays d'Amérique du Sud, dans des choses non contrôlées qui ont permis d'échapper. C'est fini. Maintenant, la Commission européenne a appris, les États européens ont appris. Le nouveau système en place jusqu'en 2030, c'est plus un système pour jouer, c'est plus un système à biaiser. Le vrai coût d'équilibre du carbone va atteindre 100 € la tonne de carbone d'ici 2030. Si on sait que ça va atteindre 100 € la tonne d'ici 2030, imaginez l'impact colossal d'un point de vue financier que cela va représenter pour l'ensemble des entreprises qui émettent des carbones. Imaginez aussi l'impact colossal que ça peut représenter pour ceux qui vont pouvoir offrir des crédits carbone à ceux qui en ont besoin. Donc le financier devient au cœur de la transition environnementale. Évidemment, les ressources humaines, on en a parlé tout à l'heure, il faut attirer les talents qui vont. Évidemment, la communication et les affaires publiques, parce que sans cette action, rien ne sera connu, et donc les efforts seront vains d'un point de vue commercial et démonstration. Et puis aussi, l'organisation et les processus des décisions. Ce ne sont pas des décisions évidentes à prendre. La préférence pour le court terme et pour les économies à court terme a aujourd'hui dans les entreprises toujours tendance à reléguer les préoccupations de long terme parce que les managers sont évalués sur le court terme,
parce que la gouvernance et les processus de décision ont été conçus comme ça depuis 50 ans dans un effort d'optimiser. Si l'on veut vraiment que la RSE s'incarne, il va falloir revoir les processus par lesquels on développe les produits, revoir les processus par lesquels on fait les choix d'investissement en se posant la question de la résilience, revoir les choix des fournisseurs en se posant des questions géopolitiques, revoir les modes de financement, revoir les partenariats que l'on a, revoir les clients que l'on veut servir. Il faut que l'on revoie tout ça et l'organisation et les processus de décision sont au cœur de ce changement si on veut le réussir. Voilà pourquoi ça va être très compliqué. Et par quoi commence-t-on? D'abord, quelques convictions. La première conviction, c'est que le rôle du DG ou du PDG doit changer. Au début, il fallait produire quelque chose. C'était normal, on avait besoin de tout. Ensuite, on lui a demandé de s'assurer que son entreprise produise, mais sans abîmer l'environnement. Ça, c'était le temps d'avant. Aujourd'hui, on lui demande de marier les contraires, de marier les contradictoires, de marier les intérêts non directement compatibles entre ses salariés, ses clients, ses investisseurs, les territoires dans lesquels il est, la puissance publique, les réglementeurs. Et aujourd'hui, c'est à lui d'assurer cette synthèse, c'est à lui de proposer cette vision, c'est à lui d'aligner tout le monde autour de ce projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le CEO change de rôle et devient ce que j'appellerais le Chief Constituency Officer. Il n'est plus là pour représenter que l'entreprise, il est là pour représenter l'écosystème au sein de l'entreprise et l'entreprise vis-à-vis de l'écosystème. La deuxième conviction, c'est la singularité et la différenciation. La RSE, c'est une chance. C'est une chance. Chaque entreprise cherche à se différencier de ses concurrents. Chaque entreprise doit trouver en elle-même et dans ses forces sa singularité. La RSE peut être un accélérateur pour définir cette singularité, comme on l'a vu, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de ses partenaires. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il faut redonner le sens du long terme. On a beaucoup parlé de résilience ces derniers temps, mais qu'est-ce que la résilience, si ce n'est la capacité à rebondir par rapport au choc du court terme? Et ça passe par une vision du long terme avec plusieurs scénarios et une capacité à se projeter et à imaginer des chocs à l'avance pour s'y préparer et construire une entreprise agile. Voilà, 3 convictions par lesquelles commencer. Merci. Quelques exemples peut-être? Alors, des exemples, il nous faudrait plus qu'une matinale, donc on va être succinct. On va prendre Schneider Electric, qui aujourd'hui est une des entreprises qui est le plus en pointe pour ce qui est d'incarner la raison d'être au sein de sa stratégie. Schneider Electric, d'abord, ils ont une raison d'être qui porte cette ambition sociétale. Ils ont défini 4 axes stratégiques. Sur les 4 axes stratégiques, il y en a 2 qui sont au cœur de la RSE. Tout ce qui est diversité et inclusion, pour une boîte mondiale qui a besoin de faire appel aux meilleurs talents dans toutes sortes de pays, et le développement durable et l'efficacité, pour une boîte qui travaille dans le secteur de l'énergie, pour lequel c'est un sujet majeur d'amélioration des performances de l'entreprise, mais aussi de ses clients et de l'ensemble de l'écosystème. Et puis enfin, c'est une entreprise d'ingénieurs qui a mis toute une série d'objectifs clairs sur chacun des éléments de sa stratégie. Et le RSE, et notamment tout ce qui est empreinte carbone, ne fait pas exception à la règle. Il y a des engagements très précis, très concrets, qui ont été pris, qui sont communiqués, qui sont suivis par cette entreprise. La deuxième chose qui est très intéressante chez Schneider, c'est la partie organisation. Dans l'organisation, il y a une fonction RSE qui a été mariée avec la direction de la stratégie, ce qui est déjà en soi un programme. Et en plus, cette fonction est au sein du comité exécutif, ce qui est à nouveau une façon de redonner encore plus ce poids à la stratégie qui plutôt incarne le long terme par rapport aux opérations qui doivent optimiser le fonctionnement à court terme. Et puis là, on parle de la direction générale, mais on doit aussi parler du conseil d'administration. Et le conseil d'administration lui-même a mis en place une commission spécifiquement sur les questions RH et RSE, animée par la directrice RH du groupe. Donc sur ces 2 dimensions-là, l'organisation a suivi la stratégie et la raison d'être. Enfin, il y a une troisième chose qui parle à un ingénieur comme je suis, c'est que Schneider, c'est du B2B, c'est très technique, ils gèrent l'énergie, ils gèrent les automatismes, mais ils les gèrent pour leurs clients. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est connecter l'ensemble de leurs clients avec les révolutions qui sont le mobile, les blockchains, les réseaux intelligents,
pour que l'ensemble de ces réseaux d'énergie puissent communiquer entre eux et s'optimiser en permanence. Et pour que l'ensemble des réseaux de leurs clients puissent optimiser en permanence, ils ont construit une plateforme qui s'appelle EcoStructure, qui est l'équivalent de Predix pour General Electric, qui est en gros l'Internet de l'ensemble des machines et des objets, afin d'optimiser la consommation d'énergie avec des perspectives extraordinaires de réduction des consommations d'énergie grâce à cette mise en relation et en réseau de l'ensemble de ces acteurs. Et Schneider Electric s'est mis au cœur, non pas juste d'elle-même, mais de cet écosystème qu'ils veulent créer pour l'ensemble de leurs clients. Avec une volonté d'aider à changer les choses, au-delà d'eux-mêmes. Et puis derrière ça, évidemment, il y a une communication qui vient en appui de ça. Évidemment, la communication du président, qui porte ses engagements dans ses prises de parole, mais aussi la mise en avant des actions des salariés sur les différents réseaux sociaux. Évidemment, en matière de recrutement, dans Job Teaser et autres, ils en parlent. Et enfin, dans la performance financière, les aspects extra-financiers qui sont les engagements de développement durable qu'a pris Schneider Electric sont au cœur de cette communication et sont, comme on l'a vu, très importants pour les analystes financiers. Très bon exemple. Schneider salué largement récemment comme l'agence, la société la plus RSE du monde. Alors, une autre conviction, si on veut réussir ce tournant extrêmement compliqué, c'est qu'il faut absolument que ces engagements résultent d'un processus de convergence stratégique entre la direction générale, le comité exécutif et son conseil d'administration. Je suis sûr qu'il y aura des questions sur quelques événements d'actualité récents où des directeurs généraux emblématiques se sont vus remerciés par leur conseil d'administration. Nous y reviendrons plus tard dans les questions. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est un exemple dans lequel les choses ont été menées de façon extrêmement professionnelle. Cet exemple, c'est celui de Vinci. Vinci, entreprise au cœur de nos territoires, entreprise présente sur des constructions qui elles-mêmes consomment beaucoup de produits générateurs de carbone et qui a pris le sujet extrêmement sérieusement. Cet engagement qu'a pris Vinci, il est porté par la direction générale et le conseil d'administration. Comment s'y sont-ils pris? Ça a été plus de 6 mois de travail intense entre la DG et le conseil d'administration. C'est tout sauf une petite résolution du conseil d'administration comme quoi l'environnement c'est bien, polluer c'est mal. C'est vraiment au cœur de la stratégie. Et ça, c'est passé par identifier les enjeux des engagements RSE. Ce ne sont pas des engagements à la légère. Chacun des enjeux a été pesé par les opérationnels de l'entreprise, par les administrateurs et a été vu et discuté avec eux. Pour chacun de ces enjeux ont été regardés les gains potentiels mais aussi les risques. Les risques, et notamment les coûts, sont connus. Les gains potentiels, beaucoup plus difficiles à objectiver, à factualiser. Et en gros, ces gains, ils sont souvent dans le long terme. Et donc, les mettre sur la table, les chiffrer, les quantifier, a permis vraiment de faire un pas en avant. Et ça passe par des interviews de personnalités publiques, d'experts, des analyses d'impact, tout un travail d'accompagnement pour que les bons chiffres et cette base de dialogue soient en permanence mises devant les directeurs généraux et les administrateurs. Et puis enfin, une convergence des ambitions entre le long terme et le moyen terme et la façon de l'intégrer dans la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie résulte ensuite de ces engagements après avoir été mûrement discutés et débattus. Et je mets ça en avant parce que ce processus qui a été extrêmement fouillé, extrêmement travaillé, a permis vraiment de comprendre, de mesurer la difficulté et de mesurer aussi l'ambition et l'ampleur des choix qui ont été faits. Alors, au-delà de ça, il faut maintenant retomber, sur terre et retomber dans les processus de gestion de l'entreprise. Et c'est la deuxième chose importante, me semble-t-il, que Vinci a très bien réussi. Alors, des processus d'innovation qui sont résolument tournés vers l'environnement. Je ne vais pas vous parler de béton bas carbone, ça n'intéressera que ceux qui consomment du béton. Je vais vous parler de Léonard. Léonard, c'est la structure d'innovation de Vinci. Chaque société peut le faire. C'est comment attirer les startups les plus innovantes autour des métiers qui sont ceux de Vinci. Elles ne sont pas innovantes que sur la RSE, mais il y en a beaucoup qui portent des innovations en matière de RSE. Comment les incuber, comment les développer, et ensuite comment prendre ces innovations et les déployer à l'échelle dans un groupe comme Vinci.
n'importe quel groupe peut faire ça. Vinci l'a réussi avec Léonard pour construire ensemble la ville de demain, comme ils disent. Deuxièmement, une automatisation des mesures d'indicateurs clés. C'est beau de parler de recyclage, de bas carbone et autres. C'est techniquement affreusement compliqué. Si on demande à chaque opérationnel dans ses décisions de prendre en compte des choses floues, difficiles à quantifier et autres, on va revenir dans le monde d'avant. Et donc il est très important de donner à chacun les outils normés, faciles à utiliser, qui permettent de faire ses choix. On parlait de la valorisation de la tonne de carbone tout à l'heure. Quel est le cours interne que prend une entreprise pour ses choix d'investissement? Elle n'est pas obligée de prendre 100, elle peut prendre 50, elle peut prendre 60, mais elle doit les prendre. Enfin, troisième chose, une prise de conscience opérationnelle de ce qu'il faut faire pour agir sur cette empreinte sociétale et environnementale. Alors là, on a trois choses différentes. Les techniciens parlent de scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, c'est facile. Ce sont les émissions de carbone que vous faites dans votre propre processus de production. Scope 2, c'est l'émission de carbone de l'électricité que vous avez consommée. Scope 3, c'est les émissions de carbone de votre chaîne de valeur ou chez vos clients. Je vais prendre deux exemples. Béton bas carbone, évidemment, très important, même si Vinci ne fabrique pas du béton. Le fait de se poser la question et d'intégrer les types de béton qu'ils utilisent est un élément très important. Mais je vais prendre un exemple plus amusant, celui des aéroports. Évidemment, la consommation d'énergie des aéroports gérés par Vinci est importante. Mais dans le scope 3, ils ont décidé d'inclure la consommation de kérosène des avions à l'atterrissage, au décollage et chaque fois qu'ils sont sur les taxiways jusqu'au point d'arrivée. Évidemment, pas les avions en vol, ça on laisse ça à Airbus et à Boeing. Mais tout ce qui peut être fait en agissant localement à la main du gestionnaire d'aéroport a été inclus dans le scope 3. Voilà un des exemples d'engagement de scope 3 pris par une entreprise qui du coup va bien au-delà de sa propre consommation de CO2 pour en faire aussi une vision beaucoup plus large. Voilà deux exemples que je voulais mettre en avant pour cette entreprise. Merci beaucoup Philippe. On voit effectivement l'importance de non seulement être très attentif à ce que l'entreprise elle-même peut faire pour elle, pour influer sur ce qu'elle fait au quotidien, mais aussi l'impact sur les autres, les entreprises, les clients, etc. On a beaucoup parlé, on a parlé de la complexité de mettre en place la bonne stratégie. Il y a évidemment à Axel un sujet qu'on ne peut pas dissocier de la stratégie d'entreprise, c'est la raison d'être, la raison d'être de l'entreprise, la façon à son tour, pour cette raison d'être, d'intégrer la RSE. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit intègre et efficace? Je pense que, merci Ariane, je pense que Philippe l'a rappelé, c'était important de commencer cet échange par ça. La RSE n'est pas un sujet de communication, mais la RSE c'est aussi un sujet de communication. Ça a pu être d'ailleurs l'erreur d'un certain nombre d'entreprises. Moi je voulais effectivement évoquer rapidement cette question de la raison d'être, puisque bon, ça a été rappelé, on a vécu un moment assez particulier, et on a beaucoup entendu cette notion de raison d'être qui est au cœur, comme la RSE, de la stratégie d'entreprise, et comment tout ça s'interface en matière de communication pour rester lisible en termes d'expression de la marque. C'est un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous, et déjà rappeler que on n'est pas sur des dynamiques nouvelles. La crise n'a rien créé en la matière. La crise a certes accéléré un certain nombre de tendances préexistantes. L'une de ces tendances, effectivement, la fin progressive de cette distinction entre communication de marque et communication corporate ou institutionnelle. Ça a été rappelé tout à l'heure et les chiffres sont très éloquents. La marque est plus que jamais un levier de sens, d'engagement, de préférence, et le récit de cette trajectoire sociétale qui est attendue, on l'a dit, on va le rappeler, est absolument majeur. Maintenant, la question, c'est comment effectivement on va travailler sa marque pour que ce soit intégré dans le logiciel de communication sans être taxé, d'être crédible. Voilà. Crédible. Et on reviendra sur justement cette notion de crédibilité et cette entreprise fort utile. Ce qui est fondamental, en tout cas, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans, on va dire, le regard du récepteur. Le récepteur, on le voit d'ailleurs dans les résultats de cette étude, il répond parfois en usager, en consommateur, il répond parfois en collaborateur, il répond souvent en citoyen, parfois les trois à la fois. On sent qu'il y a voilà, cette volonté extrêmement claire de challenger non seulement ses produits, mais également ses engagements, ses valeurs, ses combats et ses engagements. Ça
a été dit par Philippe tout à l'heure, ne peuvent pas rester dans le confort de la sémantique, dans le déclaratif. Il faut voir justement comment ça va être évalué par ces récepteurs, par ces publics. Alors, effectivement, hein, c'est ce que je disais, accélération de tendances préexistantes, on en a cité un certain nombre, hein, mais il y en a beaucoup, et puis la séquence sanitaire et ses conséquences économiques vont encore accélérer ces tendances, qu'elles soient celles de la prise de conscience environnementale, qu'elles soient celles du délitement du lien social, de la place du digital dans nos vies, et effectivement, autant de sujets qui interrogent l'entreprise sur son rapport à la société, sur son rapport au monde, sur son rapport à l'homme, et qui deviennent des sujets de communication institutionnelle, et qui créent cette attente, qui créent ce regard et cette vigilance des publics en direction des communications de la marque. Alors, nous, la question qu'on se pose chez Epoca depuis plusieurs mois et qu'on se pose avec nos clients, c'est comment justement on articule ça de façon pertinente, de façon juste, de façon crédible, avec la bonne tonalité, comment on réconcilie un petit peu la trajectoire économique et la trajectoire sociétale de l'entreprise dans un récit qui soit accepté, compris et reçu par ses publics. Alors, je le disais, on en a beaucoup parlé de cette fameuse raison d'être en 2020. Alors, c'est quelque chose de relativement récent, hein, avec la loi Pacte de 2019, et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de miroir grossissant. Et je vous ai mis quelques manchettes de journaux qui ne sont pas que des journaux de professionnels de la communication, où on voit bien que cette notion a interrogé, et quelque part, c'est comme si la crise avait été un petit peu le crash test de cette fameuse raison d'être sur laquelle on a beaucoup travaillé en 2019 et en 2020. Bon, c'est un concept que vous connaissez, hein, le purpose, le mission statement des anglo-saxons, hein, qui va justement donner le récit de l'activité de l'entreprise en dehors de sa seule et naturelle activité économique. Pourquoi ? Parce que, ça a été dit aussi d'ailleurs, les entreprises sont attendues. Si on reprend l'étude d'Harris Interactive, on le voit, hein, d'Epoca, donc sur les entreprises crédibles, les leviers de la crédibilité. 59% des Français déclarent faire confiance aux entreprises quand elles prennent la parole publiquement, avec une progression extrêmement notable de 5 points par rapport à 2019, par rapport aux acteurs qu'on entend généralement et qui apportent de la crédibilité. Je pense aux scientifiques, par exemple, qui sont d'ailleurs plutôt sur une tendance baissière cette année. Les entreprises sont perçues comme de plus en plus crédibles, elles sont attendues, mais aussi parce qu'elles sont perçues comme ayant cette capacité d'agir en fait, concrètement. Là où, tu l'as rappelé tout à l'heure, la parole publique est peut-être moins entendue qu'avant, les entreprises sont perçues comme ces acteurs qui sont en capacité d'agir et donc qui sont écoutés et qui sont presque même attendus. C'était un des autres enseignements de cette étude. Loi Pacte de 2019, donc plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise. Cette notion de raison d'être, elle n'est pas loin, elle n'est pas éloignée de cette dynamique RSE. Hein. On pouvait trouver dans le rapport qu'il a présenté la phrase suivante. La raison d'être fournira à la plupart des conseils d'administration un guide pour les décisions importantes, un contrepoint utile aux critères financiers de court terme qui ne peut servir de boussole. On voit bien cette articulation justement entre le court terme et le temps, justement. C'est le travail qu'on fait avec beaucoup de nos clients. On est en train de remettre quelque part cette temporalité dans les marques. On parlait de la notion de résilience qui effectivement va nourrir de plus en plus les attributs de la marque pour pouvoir les projeter sur cette fameuse trajectoire, sur ce point de mire et sur la façon dont elles vont contribuer utilement à la société et à la marche du monde. La notion d'utilité est également une des grandes notions qu'on travaille de plus en plus dans les plateformes de marque. Donc, la RSE, on le voit bien, était dans une dynamique et est toujours dans une dynamique de responsabilité. C'est une réponse aux attentes de la société. La raison d'être, on est sur une dynamique plutôt projective, plutôt proactive. C'est une proposition de l'entreprise en direction de la société. C'est un projet, c'est un guide pour l'action. Et c'est là où cette notion d'action est importante et c'est là où le communicant doit être extrêmement humble. C'est qu'il ne pourra communiquer sur cette raison d'être que s'il y a matière à communiquer et si donc on est effectivement sur une trajectoire d'utilité et d'utilité perçue, donc aussi qui s'évaluera à l'aune des actions de l'organisation. Cette fameuse étude sur la crédibilité des entreprises, nous, on l'a trouvée extrêmement utile justement parce qu'on a pu faire un petit relevé d'image sur cette raison d'être et savoir comment elle était reçue dans l'opinion publique sur un panel assez robuste quand même de 5000 personnes représentatives de la société française de plus de 18 ans. Et en fait, la première surprise en tout cas, on va dire bonne nouvelle, c'est que
Globalement, les Français savent ce qu'est que cette mécanique de raison d'être, savent que les entreprises peuvent se doter d'une raison d'être. Plus d'un sur deux, hein, 52%, donc c'est déjà une notoriété pour une mécanique qui est somme toute assez récente, assez élevée. Technique. Et assez technique. Et un sujet plutôt dans la sphère corporate. Mais alors, deuxième chiffre, qui est encore plus éloquent selon moi, c'est que non seulement c'est, on va dire, perçu, relativement compris, en tout cas connu, mais c'est perçu comme positif et surtout comme transformatif, comme utile. 64% de ces Français ont le sentiment que les entreprises qui ont défini une raison d'être agissent vraiment plus que les autres pour se rendre utiles à la société. Donc voilà, cette fameuse transition qu'on a pu lire entre raison d'être et raison d'agir, mais voilà, on sent qu'il y a cette attente. Hein. On parlait des entreprises qui sont des acteurs attendus, là voilà, cette attente, elle se manifeste vraiment dans ce chiffre. Alors après, on ne peut pas s'empêcher aussi de réfléchir à la façon de faire émerger cette raison d'être. C'est effectivement nous quelque chose qui nous occupe beaucoup et on essaye de faire attention à ne pas rester justement dans l'exercice de style, hein, dans le simple exercice de sémantique qui peut effectivement rassembler au mieux, on va dire, un panel représentatif des collaborateurs, au pire, un codir assez restreint dans un travail en chambre. Non, on est sur quelque chose de différent. La raison d'être, elle est attendue comme une dynamique, on va dire, plutôt d'action. Et ça se reflète bien dans ces chiffres qui illustrent en fait les conditions pour qu'une raison d'être soit perçue comme crédible. La première de ces conditions, c'est la dimension inclusive. C'est qu'elle a été définie avec les salariés de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement majeur. Alors, ça nous a fait très plaisir parce que ça valide plutôt notre approche et nos méthodologies. Mais surtout, on sent bien que c'est ce qui vient nourrir l'acceptabilité de la raison d'être dans le champ public. Et puis, après, on est sur des critères plus techniques, plus d'évaluation. On l'a évoqué, même si l'évaluation est plutôt le lexique, justement, de la RSE. Hein, mais 91% pensent qu'une raison d'être est crédible si l'entreprise se fixe des objectifs hein, et qu'elle suive l'état de réalisation de ces objectifs, ce qui paraît tout à fait cohérent. Et le troisième chiffre est également en cohérence, hein, 86% qu'elle soit régulièrement évaluée par des organismes indépendants et que les résultats soient rendus publics, même si là, on est plutôt sur la logique d'entreprise à mission. Mais voilà, on peut comprendre aussi qu'on ne soit pas sur une connaissance extrêmement précise du dispositif. Alors, quel curseur pour la communication? Donc, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui se définit en fonction de la culture, des codes de l'entreprise, bien sûr, et puis du moment. Le contexte en communication est toujours fondamental. Après, on peut effectivement regarder ce qui a pu être fait et voir si le curseur était bien positionné. Ce qui est sûr, c'est que sur quelque chose d'aussi fondamental que la trajectoire sociétale de l'organisation, son projet, son rapport au monde, et quelque part, la mécanique RSE qui va venir apporter les éléments de preuve, les éléments concrets d'évaluation, on est sur quelque chose de suffisamment structurant pour que la marque s'en fasse le porte-voix et que donc elle soit quelque part mise à jour à l'aune de cette dynamique-là. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous, en ce moment, c'est quelque part de mettre en cohérence les différents outils socles de la marque, la plateforme de marque, la raison d'être, pour que tout entre en cohérence, en résonance, et donc gagne en efficacité. Certains se sont risqués à aller au-delà, on va dire, de la mise à jour de leur marque et se sont lancés dans des campagnes qui permettaient justement d'articuler la raison d'être et on va dire la volonté pour l'entreprise de travailler son image et sa notoriété. Donc on peut parler de Groupama, de la Française des Jeux ou d'AXA qui justement a intégré cette raison d'être dans sa stratégie de marque. Et on peut se poser la question, à l'aune de certains exemples qu'on a pu aussi évoquer, de l'intérêt d'aller très très loin en communication sur sa raison d'être. Ça doit être un fil rouge. Est-ce que ça doit être une opportunité de communication pour faire un coup? On peut se poser la question légitimement, puisque effectivement, il y a des nouveaux risques d'image associés. Légitimement, à partir du moment où on sort dans l'espace public avec des considérations aussi fondamentales que son impact, que sa contribution, eh bien, il faut également s'attendre à être évalué et jugé à l'aune de son discours. Donc, typiquement, le risque, c'est qu'on passe du fameux greenwashing au purpose washing, avec énormément de risques associés. Le risque de désynchronisation, Philippe l'a rappelé, on va dire la règle fondamentale, c'est de toute façon d'aligner les planètes, que ce soit au niveau du top management, au niveau du management intermédiaire ou des collaborateurs, et puis éviter toute distorsion, toute
tout malentendu justement entre le projet économique, le projet sociétal, entre la direction générale et les actionnaires. Après, il y a un risque aussi de moyennisation du discours, c'est-à-dire que beaucoup vont sortir dans l'espace public en travaillant une raison d'être, sans doute pleine de bonnes intentions, pleine de mots valises, qui va justement contribuer un petit peu à aplanir le discours et à perdre de cette singularité qui est effectivement essentielle. C'est l'un des principales utilités de la marque. C'est justement de distinguer l'organisation à travers ton discours. Évidemment, le risque des engagements non tenus, le risque du name and shame, de la cancel culture, donc l'exigence d'exemplarité quelque part. Et puis évidemment, on a vu la place qu'avait l'attention portée à la marque employeur et justement à la relation avec le collaborateur. Là aussi, une attention toute particulière sur l'accompagnement des collaborateurs, surtout en période de crise, comme on a pu le connaître, comme on le vit encore. Merci beaucoup, Axel. Peut-être peut-on conclure que effectivement il y a des risques, comme on a vu tout à l'heure aussi dans la stratégie, mais que finalement la logique d'avancée progressive et de concevoir et la stratégie et la raison d'être de l'entreprise comme de la marque comme quelque chose en mouvement permanent est certainement une bonne façon de sortir de ce côté un peu réfrigérant et effrayant parfois à franchir le pas. Il y a un autre univers dans lequel la RSE devient un véritable atout pour l'entreprise, c'est en matière d'influence. Oui, tout à fait. Donc, je m'inscris totalement dans la continuité, en fait. Et là aussi, en fait, la RSE devient un moteur, en fait, de l'influence des entreprises. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est qu'en se questionnant sur la RSE, on se questionne sur sa contribution sociétale. Et on se questionne de manière ouverte avec ses parties prenantes. Donc, de manière toute naturelle, on est obligé d'installer un dialogue ou une réflexion et d'avoir un pas de recul sur ces externalités négatives. Et donc, de raisonner très vite aussi l'impact sur les territoires et donc sur les représentants de ces territoires, mais aussi de manière de très très long terme, comme on l'a vu aussi, de son impact en général et sa durabilité. Donc c'est en ce sens que ça devient en fait, se poser la question de la RSE, c'est se poser aussi la question, c'est un élément moteur de l'influence des entreprises et de leur manière finalement dont on voit raisonner ces relations avec les autorités, avec les pouvoirs publics, avec toutes les parties prenantes, obligatoires parce qu'elles sont réglementaires. Hein. Philippe Hauss, quand je parle de ce point-là, qui est non négligeable dans certaines industries. Et donc, c'est au cœur de la stratégie, selon moi, d'intégrer cette dimension-là quand on raisonne la question de la RSE. Et pourquoi ? Parce que finalement, moi, je pense que c'est une très bonne opportunité de raisonner en amont la réglementation qui va évoluer, parce qu'elle va évoluer, puisque c'est une attente sociétale, où il y a un consensus international, il y a un consensus national. Donc pour éviter de subir une réglementation, c'est toujours plus intéressant de la raisonner en amont qu'elle arrive et de la raisonner au regard de sa propre activité. D'être dans une logique réelle de transformation, puisqu'on est en train d'avoir une société qui se transforme. Et de fait, elle va impacter son organisation. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette vision de long terme et d'anticipation quand on fait de l'influence. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'on a des leviers qui fonctionnent et qui sont aujourd'hui actifs en France, qui sont des leviers dans lesquels on peut travailler, non pas seul, mais dans le cadre de coalitions. Et c'est intéressant aussi de raisonner en tant qu'organisation, non pas seule, non pas seulement en termes de syndicats, mais de raisonner les problématiques que l'on peut identifier, les problématiques environnementales par exemple, et de raisonner une coalition au regard en fait des intérêts communs qu'on peut avoir, qui déplace le curseur. Jusqu'à maintenant, on avait une logique très filière. On s'aperçoit qu'avec les dimensions RSE, on peut être dans une nouvelle logique qui est autour d'une problématique où on peut avoir des intérêts communs, pas seulement dans son cœur de métier, mais avec des métiers complémentaires. Et finalement, se dressent des nouvelles chaînes de valeur qui sont intéressantes puisqu'elles sont raisonnées au regard de la société, des mutations de cette société, et que cette nouvelle réflexion sur les chaînes de valeur vont se impacter en creux dans toutes les fonctions de l'organisation, et on va devoir revisiter toutes les fonctions de l'organisation, comme le précisait Philippe tout à l'heure. Donc c'est ce qui nous intéresse vraiment, de bien manier l'approche influence de la stratégie dans son ensemble.
pour en faire un levier d'influence, pour moi, j'ai 2 convictions qui font la différence, mais là encore, vous allez trouver que chez POCA, on dit la même chose et on se complète. Deux éléments fondamentaux pour moi. La première, c'est la posture. Et la posture de la vision, c'est-à-dire être en tant qu'entreprise et se positionner avec des convictions fortes relativement à l'avenir. Parce qu'on parlait de raison d'être, quand on est sur une raison d'être, on se projette sur un temps très long. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être dans la prospective et d'être dans le raisonnement d'une vision du monde de demain. Et le deuxième élément clé pour moi, c'est la notion de dialogue. Alors un dialogue, pourquoi ? Parce que c'est vraiment un des fondamentaux. On l'a vu dans les approches de la RSE, ce qui fait la différence, c'est la capacité à écouter son environnement, c'est la capacité à écouter ses parties prenantes et les transformer dans l'organisation par de la prise de décision et par des évolutions concrètes et opérationnelles. De la même manière, quand on va être du coup dans des stratégies d'influence, ce qui fera la différence quand on va être dans le dialogue avec les autorités, quand on va être dans le dialogue avec les élus, quand on va être dans le dialogue avec toutes les parties prenantes de la décision publique, ce sont ces 2 aspects, la notion de posture quant à l'avenir, sa vision de l'avenir et la manière dont l'organisation va porter son engagement et réduire justement ces externalités négatives relativement au futur, relativement à la prochaine génération, et la manière dont elle va le conduire. C'est-à-dire non pas auto-centré, mais bien en intégrant toutes ces parties prenantes. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse là, c'est que c'est là où on arrive sur un point naturel de convergence, c'est qu'on va bien être, en tant qu'acteur économique, s'installer dans un débat de société. Et on va pouvoir s'installer dans un débat de société qui va progresser à travers un retour d'expérience concret, opérationnel et économique. Et donc, on va susciter l'intérêt aussi des interlocuteurs publics, puisque pour réussir cette transformation, qui est une transformation sociétale et économique, on a vraiment intérêt, et tout le monde a intérêt à ce que ce soit fait de manière collective et inclusive, et à ce que la sphère économique et la sphère sociétale avancent de concert dans le même sens, avec le plus de fluidité possible. Alors, pour assurer évidemment ce mouvement, et pour assurer cette dynamique qui est une dynamique de transformation, on parle beaucoup de mouvements, de moteurs. C'est pareil dans la sphère de l'influence. Donc, il faut faire en sorte de dialoguer avec de nombreuses parties prenantes qui peuvent être très très larges. J'en ai cité quelques-unes, mais on peut avoir, selon les consultations, ça peut être encore plus large évidemment. Et le faire à la fois en tant qu'acteur, en tant qu'organisation, le faire pour certains avec certains collaborateurs qui vont piloter ce message, et de ne pas se limiter à un message qui doit être cohérent, de le traduire par des actions concrètes et opérationnelles qui doivent être visibles par ces acteurs. Par exemple, on ne peut plus avoir d'incohérence entre un discours corporate et une réalité sur un territoire, un site opérationnel. Il faut que sur tous les stakeholders, on assure une cohérence entre le discours et l'action. De la même manière, on parle peu des syndicats, mais sur les questions de RSE, c'est intéressant de travailler avec eux, parce que sur les sujets d'influence, ça va être aussi, ça peut devenir des alliés, et c'est aussi intéressant de raisonner ce public-là de cette manière-là. Et les ONG, je vais y revenir, mais sur les questions d'environnement, sont aussi des acteurs avec lesquels on peut travailler de manière très constructive et piloter le changement dans un dialogue qui respecte un certain nombre de règles. Tout est question de méthode en fait. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette manière de revoir en fait son rapport aux autres, de revoir son rapport avec les parties prenantes dans un contexte de préparation. En fait, on va en parler très vite des présidentielles. Donc, et ces présidentielles seront incroyables parce qu'on est quand même face à une situation inédite. On sait déjà que la question environnementale sera au cœur des débats. Là, j'ai juste... j'aimais beaucoup la photo. Donc, la manifestation de ce dimanche, elle n'est pas neutre. On est pourtant en plein confinement et on sort dans la rue pour remettre la question de l'environnement au cœur du débat public. On a bien vu les municipales, les résultats qui ont eu lieu. On sait très bien que cette question environnementale sera au cœur des débats de société à venir. Et donc, moi, ce que j'invite en tout cas les organisations et les entreprises, c'est de se saisir de ces sujets-là. Et moi, je suis convaincue qu'ils peuvent utiliser la RSE comme un levier aussi de réflexion et de partage sur les convictions profondes
et les modalités qu'ils sont en train de mettre en place pour les faire gagner aussi en influence sur ces questions-là. Merci beaucoup, Caroline. Finalement, vous trois, sous vos angles particuliers, vous êtes en train de dire que finalement, il y a une puissance, une capacité de transformation dans la RSE, de la raison d'être, de la stratégie elle-même et de l'influence qu'a l'entreprise. Donc pour demain, une espèce de puissance de transformation et pour aujourd'hui, une capacité à être dans les premiers, à se lever sur ces nouveaux engagements et sur ces nouvelles actions. Fait que certainement, c'est un facteur de préférence qui pointe à l'horizon pour les entreprises qui avanceront les premières. Avancer ne suffit pas, encore faut-il le montrer et le montrer de façon chiffrée. On a vu que ce soit en com ou auprès des instances, des ONG, de l'État parfois, il peut être extrêmement piège d'avancer des choses et de ne pas les prouver ou que les faits prouvent l'inverse de ce que disent les actions. Donc peut-être, Philippe, quelques mots sur la mesure. Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Bon. Donc on a vu que les entreprises, quelque part, doivent aussi rendre des comptes. Et Axel a bien impliqué le fait que ces comptes doivent être auditables, que ça doit se référer à des normes. Et idéalement que ça puisse être fait par des tiers neutres, de confiance, afin que l'ensemble de l'effort de conviction puisse s'opérer. À nouveau, c'est tout sauf simple, sinon ce serait trop facile. La première chose, c'est que si on part du haut, c'est les objectifs de développement durable des Nations Unies, on en a 17. On en a 17 qui comprend à la fois des objectifs écologiques, des objectifs d'éducation, des objectifs de santé, des objectifs d'inclusion. Donc il est clair que, par rapport à ces 17 objectifs, l'entreprise s'inscrira dans 1, 2, voire 3 de ces objectifs. Donc déjà, on n'est pas dans des figures imposées, on est vraiment dans des figures libres qui sont quelque part adaptées à la spécificité de chaque entreprise. Une fois cette chose posée, il faudra quand même que les indicateurs ils soient mesurables, ils soient fiables, ils soient précis, ils soient cohérents. Ce sont les critères. Maintenant, il faut trouver les indicateurs qui correspondent à ces critères. Et c'est un art plus qu'une science aujourd'hui, et c'est un art difficile. Alors, la deuxième chose qui est importante de se dire, c'est que ce ne sont pas simplement les indicateurs qui vont figurer dans le bilan qui vont compter, c'est la progression de ces indicateurs. Et finalement, c'est cette boucle de progression, et c'est l'organisation qui va gérer ce progrès continu, qui en elle-même est un indicateur de développement durable et de RSE. Et donc là, quelques convictions à ce stade. Première chose, c'est la dynamique qui est importante. Ce n'est pas la peine d'afficher, enfin si, c'est la peine, mais ce n'est pas suffisant d'afficher un objectif à moyen terme extraordinaire. Les gens ne sont pas dupes. Il faut aussi faire le bilan de l'entreprise, la prendre là où elle est, et aussi afficher un premier pas qui va dans la direction de l'ambition, mais qui est un premier pas réaliste et concret. Et la deuxième chose, évidemment, c'est qu'ensuite, ce premier pas doit être suivi managérialement, ça doit être un objectif, il faut l'atteindre, et il faut amener l'entreprise à ce niveau d'ambition. Il faut donc le mesurer, le vérifier, célébrer le succès, le faire savoir, et puis immédiatement embrayer sur l'étape d'après. Et cette succession de petites étapes, elle va donner le mouvement, elle va donner à voir que l'entreprise tient ses engagements, elle va mobiliser les collaborateurs, elle va être un outil de communication et de pédagogie vis-à-vis de l'extérieur, elle va montrer que les choses bougent, alors que ne communiquer que sur l'objectif à moyen terme inatteint, et qui restera toujours scandaleusement éloigné de la situation présente, ne sera pas la bonne façon de mobiliser. Donc vraiment, cette boucle d'amélioration continue, s'il y a un message à donner, c'est celle-là. Puis il y a un troisième message, qui est qu'il faut communiquer, il faut le rendre visible. Vous avez là un tableau de bord qui peut montrer comment l'entreprise a avancé sur certains de ses objectifs de RSE. Il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit intégré, il faut que ce soit partagé, il faut que ce soit dynamique. Mais je vais prendre une analogie. Aujourd'hui, dans le monde industriel que je connais bien, vous n'allez pas sur un site industriel lourd sans que vous ayez à l'entrée l'affichage du nombre de jours depuis le dernier accident du travail qui a eu lieu. Vous ne commencez pas une présentation sans qu'on vous rappelle les règles de sécurité, sans qu'on vous rappelle ce qui s'est passé en matière de sécurité. C'est systématique. Eh bien, le jour où la RSE sera intégrée de la même façon avec des indicateurs visuels
non pas dans le rapport intégré, non pas dans le rapport à destination de la communauté financière, non pas dans la communication, mais sur chacun des sites, dans chacune des réunions et visible par chacun des collaborateurs. Là aussi, on aura rendu un pas important vers la mesure. Et comme le disait Caroline tout à l'heure, on aura mis en lumière les engagements, mais aussi très concrètement au niveau de chacun des territoires, de chacun des ateliers, de chacun des bureaux, de chacune des usines, comment cela se traduit de manière cohérente pour chacun des collaborateurs, des clients, des parties prenantes. Voilà, c'est ça les quelques convictions que nous avons autour de la mesure. Merci beaucoup Philippe. Et là encore, cette notion de mesure, elle rentre en écho avec les tendances actuelles de la société, hein, RSE, pas RSE. Quand on commande quelque chose dans un site de e-commerce, quel qu'il soit, aussi petit soit-il, on a l'habitude de savoir où en est sa commande. Quand on a une facture, une consommation d'électricité, de je ne sais quoi, on a pris l'habitude de ces indicateurs avec lesquels on vit tous les jours. Et donc, indicateurs RSE, on n'est pas obligé d'avoir tous les chiffres présentables en indicateur, parce qu'on l'a évoqué, hein, ce n'est pas toujours simple de les mettre en place, de les rendre vérifiés, vérifiables, certifiés, etc. Mais au moins, commencer à en mettre, ceux qui sont affichables et démontrés, de façon à commencer à donner ce sentiment de inattaquable, de transparence et de volonté d'avancer très affichée pour le public. Merci à vous tous. Ce que je retiens de vos interventions, c'est essentiellement le sentiment qu'on peut réussir sa démarche RSE à l'aune de 2021. Là, on est vraiment, on l'a tous dit, hein, sous des angles différents, vous l'avez tous dit, avec cette mutation, cette accélération extraordinairement puissante, on peut réussir cette démarche, cette adaptation au nouveau contexte, à condition de, penser ou repenser sa stratégie avec cette nouvelle donne, hein, ne rien oublier de ces composantes qui se sont totalement bousculées, à condition d'intégrer la raison d'être et la RSE, l'un dans l'autre, l'autre dans l'un, je dirais, de faire en sorte que ce soit indissociable et extrêmement cohérent. L'ennemi, là, c'est la cohérence, hein, ça va de soi. D'activer les leviers d'influence. C'est clair que, je dirais même que parfois, les influences que l'entreprise peut porter, elles sont attendues. Par exemple, il y a un certain nombre de ministères qui accueillent plutôt positivement le fait que les entreprises les aident à avancer sur ces chantiers-là, parce qu'il y a un éclairage assez factuel. Et puis, là, c'est un petit clin d'œil, moi je ne suis pas que française, hein, mais c'est un petit clin d'œil à l'esprit français, ne pas attendre que tout soit complètement bâti pour avancer le premier pas. C'est encore une fois progressif, c'est une marche qui ne finira pas de sitôt, et donc avançons un premier pas et ça aidera à arriver jusqu'au bout. Dans les petits pas, on en a retenu, ou en discutant ensemble, tous, on en a retenu essentiellement 5 plus 1. Mon côté mathématique. Le premier, c'est donc cette stratégie d'entreprise. Il y a aujourd'hui, Philippe, des gestes extrêmement simples, extrêmement immédiats qui mettent le pied à l'étrier, si je peux me permettre l'expression, qui sont les séminaires de convergence. On sait à quel point ils sont à la fois essentiels et dynamisateurs de cette stratégie. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Entre le conseil d'administration et la direction générale, il faut que ce soit main dans la main. As a team. As a team. Hashtag. Parfait. Les diagnostics de l'organisation, pour être bien sûr, on a vu que sous tous les angles, l'ennemi, c'est l'incohérence, c'est la distorsion entre un élément et un autre. Donc les diagnostics de l'organisation comme point de départ à une redynamisation, c'est la meilleure façon en tout cas d'aligner la vision long terme avec les actes court terme, ou l'inverse, mais en tout cas de faire en sorte que ce soit dans le même angle de vue. Un outil, même s'il peut paraître totalement étrangement marginal, c'est le rapport intégré, que je trouve être vraiment très emblématique de l'effort des entreprises. Parce que d'abord, c'est pas simple, nous, chez EPOCA, on en fait énormément, et je dirais depuis
un certain temps déjà, hein, mais c'est toujours passer d'un rapport d'activité standard à un rapport intégré, c'est toujours un effort un peu... et en même temps hyper satisfaisant pour toutes les équipes en jeu. Hein, je pense, Axel, tu ne démentiras pas. De façon plus large, les audits de communication, vraiment, comme sur la stratégie, faire ce point zéro, identifier, bien être à la chasse de... incohérences, des petites choses qui sont ou trop tièdes ou incohérentes, de façon à ce que, je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, et puis pour reboucler avec ce que disait Mathieu au tout début de cette intervention, ce qui peut se faire à la fois dans le cadre d'une mission de conseil sur mesure et immersive, mais qui peut aussi, du moins pour pouvoir accélérer le diagnostic, se faire avec des méthodologies sprint et justement pour le coup totalement inclusives, qui permettent de faire, on va dire, un état de l'art et de se projeter sur de premières préconisations d'action. Avec cet effet aussi d'accélérateur de la méthode sprint, c'est vraiment dynamisateur pour les équipes, etc. Le 4e point, c'est la communication des collaborateurs et des candidats. On l'a vu en creux pendant tout ce matin. Les intégrer au départ, c'est essentiel. On l'a vu, il n'y a pas moyen de s'en sortir bien en faisant l'impasse là-dessus. Les candidats, et notamment les jeunes candidats, les entreprises sont nombreuses aujourd'hui à être à la peine sur ces sujets-là. Et évidemment, la préférence est nette et indiscutable de la part des jeunes générations vers les entreprises qui ont une raison d'être, qui ont un engagement. Et puis, 5e point, les programmes d'influence. Caroline, je pense qu'on peut résumer ton propos en disant avancer et ne pas subir, agir et ne pas subir. Tout à fait. Trop souvent, on se limite à de l'analyse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a une opportunité pour se transformer en partie prenante d'un projet de société. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve que j'invite à l'action et au dialogue, parce que c'est une bonne manière aussi de revoir en fait nos métiers, la manière dont certaines fois on peut les piloter avec une posture qui est davantage une posture de décryptage et d'analyse, et où on attend trop longtemps le positionnement. Ce que je trouve, c'est que finalement on est sur des codes qui sont des codes d'un dialogue constructif et permanent. Donc l'intérêt, c'est de se mettre en mouvement pour participer à cette transformation sociétale. Merci à vous trois d'avoir apporté vos éclairages sur ces sujets-là. J'espère que, je ne l'ai pas précisé au début, mais j'espère que vous avez posé plein de questions et que vous avez répondu au petit questionnaire qu'on a fait circuler tout au fil de la matinée. Vous pouvez néanmoins nous poser après toutes les questions et contacter Caroline, Philippe et Axel sur leurs angles différents et individuels. En attendant, merci encore de ce temps que vous m'avez consacré. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au Studio Victoire. On a fait cette réunion ce matin, cet atelier sous cette forme ici et dans le studio, qui est très occupé en ce moment pour les raisons d'événements virtuels. Donc merci au Studio Victoire, merci à tout le monde. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Aria. Merci, Aria. Merci, Aria. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui.